long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Bienvenue dans le podcast Rivers Basket Session, on est ravis de vous retrouver. Si vous nous regardez sur YouTube, vous avez peut-être remarqué que le MOOC Rivers Défense qui est derrière moi a changé. Ce n'est plus l'édition originale que j'arborais depuis quelques semaines, mais c'est enfin la réédition qui vient de me parvenir aujourd'hui même. Donc cette version étendue, premium, 304 pages, intégralement dédiée à la défense. Si vous l'aviez précommandé, pas d'inquiétude. Si vous ne l'avez pas reçu, il ne devrait pas tarder, il doit être simplement entre les mains de la poste. Si vous ne l'avez pas encore commandé, je vous invite à aller sur Basket Session. Vous savez que c'est une édition limitée en très peu d'exemplaires. Et moi, sur ma version premium, j'ai par exemple cette petite carte collector et exclusive, une petite planche de stickers pour les fans et surtout, voilà, cette double couverture puisque le Vladislav Lakche, l'artiste letton de grand talent qui a fait la cover, a fait une deuxième cover, la bleue que vous voyez en dessous. Vous pouvez retrouver la version voilà, avec rouge, la version d'origine, mais cette fois-ci cartonné. Vous voyez qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. 304 pages sur la défense. Et pour parler de ce sujet un petit peu, on a décidé de parler des playoffs et de ce qui se passe durant ces playoffs. On a un invité de prestige, Frédéric Yang, qui nous fait le plaisir d'être à nouveau avec nous. Et avec lui, voilà, l'idée c'est de parler un petit peu justement de défense, ce qui nous a plu dans ces playoffs d'un point de vue défensif, dans les adaptations qu'on a pu voir, comment ça a pu forcer l'attaque à bouger en retour, et puis peut-être d'élargir un petit peu sur l'importance finalement de la défense dans le basket aujourd'hui comme par le passé, à quel point au-delà des résultats que ça peut garantir, c'est aussi une manière de pousser les attaques dans leur retranchement et donc de produire du beau jeu. Voilà, on a envie de parler de tout ça avec toi, Fred. À chaque fois, on t'invite sur des sujets pointus parce qu'on connaît ton expertise d'un point de vue technico-tactique. Écoute, la première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, c'est toi, en tant que fan et qu'observateur de basket, comment est-ce que tu as vécu ces playoffs ? Est-ce que c'est des playoffs qui t'ont intrigué, qui t'ont surpris dans les options proposées ou par le parcours de certaines équipes ? Comment tu as vécu ces playoffs, tout simplement ? C'est vrai que quand on regarde les scores, on peut se dire qu'il y a beaucoup de blowout, donc c'est peut-être moins intéressant que l'an passé où c'était quand même un peu plus disputé avec une équipe qui avait surpris tout le monde comme Miami. Moi, j'ai trouvé que cette année, quand même, c'était très intéressant et très riche d'un point de vue tactique, notamment à l'Ouest avec des oppositions vraiment sympas, hein, comme on l'a vu avec les Nuggets et les Wolves, OKC et Dallas, après la finale de conférence aussi, malgré quelques blowouts qui a quand même été intéressante. Moi, j'ai vraiment aimé ces playoffs et aussi parce qu'il y avait Orlando, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est quand même un truc qui m'a fait tout de suite me connecter à ces playoffs et finalement, moi, j'ai trouvé ça très, 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 très riche, comme je l'ai dit, et j'ai aussi apprécié Boston parce que c'est vrai que le parcours a l'air facile, mais je les ai trouvés vraiment impressionnants de régularité et leur intelligence collective vraiment me frappe lors de ces playoffs. On sent les mecs vraiment connectés et en phase sur ce qu'ils veulent faire et je trouve ça vraiment très, très impressionnant. On va certainement revenir dessus. C'est vrai qu'effectivement, de manière très générale, on peut dire que Boston n'a pas eu tant que ça à s'adapter, à part bien sûr le fait de s'adapter au fait que Kristaps Porzingis a été blessé et puis blessé à nouveau, alors qu'à l'inverse, finalement, à l'Ouest, on a vu une équipe comme Dallas qui a dû vraiment faire des adaptations assez fortes en fait, de série en série, parfois même de match en match pour se hisser jusqu'au final NBA. Alors, je ne sais pas si tu partageras cet avis, mais on en parlait un petit peu avec Antoine. Moi, j'ai eu le sentiment que dans ces playoffs particulièrement, l'importance des défenses avait été vraiment évidente, et notamment des changements défensifs. Là, j'implique vraiment, ça concerne quasiment toutes les équipes qui ont participé aux playoffs. On a senti qu'il y avait un focus vraiment sur cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si on peut mettre en corrélation, tu me diras ce que tu en penses là aussi, mais j'ai eu aussi l'impression que plus encore que les saisons précédentes, la manière dont ces playoffs sont arbitrés était différente de la manière dont c'est arbitré en saison régulière, avec plus de liberté laissée à la défense et du coup un intérêt accru autour de cette question. Je ne sais pas comment tu as ressenti ça. Ouais, c'est sans doute vrai. De toute façon, on a vu que l'arbitrage au cours de la saison avait évolué. Bon, après, en finale, quand même, là, on peut dire qu'il y a quand même des coups de sifflet qui auraient dû être sifflés, enfin, tout simplement des fautes qui n'ont pas été sifflées. Mais de manière générale, oui, j'ai trouvé que c'était
hyper riche, comme je l'ai dit, et on va reprendre Dallas, par exemple, qui a eu des match-ups complètement différents d'un tour à l'autre. Ça a commencé par les Clippers, avec des rapports de force qui ont changé au cours de la série. Pareil, en demi-finale contre OKC, avec une équipe qui est très, très forte en drive. Donc, les ajustements ont été faits. Ensuite, ça a été les Wolves. Et ça a été très intéressant des deux côtés, hein, comment les deux équipes se sont ajustées aux forces de l'autre. Il y a une équipe qui a mieux réussi que l'autre, malheureusement. Et là, on le voit en finale, Dallas galère face à Boston, qui est vraiment très méthodique dans sa manière d'attaquer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et comme tu l'as dit, l'attaque et la défense sont reliées. Donc forcément, une équipe qui va être très très forte en attaque va pousser la défense à être très créative et à faire des choix. Et c'est ça qui est très important. En défense, on fait un seul choix. En attaque, on peut faire plusieurs choix. Et c'est ça que j'aime finalement dans ces playoffs. C'est à quel point une équipe va aller au bout de son idée. Et voir, je trouve que Dallas est vraiment allé au bout de son idée, par exemple, contre OKC. Ils ont laissé beaucoup de tirs ouverts, ça leur a réussi. Contre Boston, ça paye un peu moins, même si l'adresse, elle n'est pas ouf, hein, côté Boston sur ces playoffs. Mais c'est des matchs très serrés. Et au final, je trouve que ça défend bien, franchement, des deux côtés. Là en finale, Boston, Dallas, on sent les petits ajustements, mais forcément, il y a des attaquants tellement forts en face que parfois, la défense est noyée. Et c'est un débat, on va revenir dessus. C'est vrai que ces dernières années, il y a un débat qui revient souvent. Est-ce que la défense est morte en NBA? Est-ce que ça défend plus parce qu'il y a une explosion offensive? Et justement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les défenses n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Et malgré les gros scores, on peut le voir quand même que les prestations et les performances défensives sont complètement folles, hein. C'est un avis. Je partage ton avis. J'ai même l'impression que d'ailleurs, si on prend les 4 finalistes de conférence, alors Boston, c'est un cas à part. Je dirais que la première force de Boston, elle est défensive. Je sais que beaucoup voient ça à travers le tir à 3 points. Mais franchement, la capacité à switcher sans. Tu vois, tu peux constamment garder un mec devant une superstar parce que tu sais que de toute façon, si ça tourne, c'est Holiday ou ça peut être White, ça peut être Tatum, ça peut être Brown. Tu peux garder un corps entre le panier et l'attaquant. Je trouve que c'est vraiment une de leurs premières forces, voire leur première force, même si c'est aussi une grosse équipe en attaque. Mais de ça pour dire, si on accepte l'idée que Boston, c'est d'abord une équipe qui est très forte défensivement, il y a quand même 3 des 4 équipes qui sont finalement des très grosses défenses. Les Mavericks, c'est une équipe qui est surtout tournée autour de sa défense. Minnesota, c'était clairement une équipe qui était surtout tournée autour de sa défense. Et alors, Indiana, c'est une équipe offensive, mais je pense que jamais ils font ce parcours, même, je ne parle même pas des blessés qu'il y a eu, etc., mais jamais ils font ce parcours s'il n'y a pas eu l'arrivée de Siakam et les progrès défensifs qui en ont découlé. Ils ont continué à jouer comme en saison régulière. Ils ont continué à jouer vite, ils ont continué à produire leur basket, mais je trouve qu'il y avait quand même eu un cap entre février défensivement par rapport au début de saison où il y a eu une prise de sérieux. Donc on a quand même 3 vraies équipes défensives et une équipe qui a fait des gros progrès sur les 4 finalistes de conférence, quoi. Ouais, je partage. Et c'est vrai que pour Indiana, tu as tout à fait raison. Et même, on a vu un petit peu le tournant pendant ces playoffs parce qu'au bout d'un moment, on parlait notamment de l'importance de Nesmith en défense qui a été primordial face à New York, par exemple. Et on s'est rendu compte que cette équipe, elle avait quand même des défenseurs potentiellement et qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Et que de toute façon, je pense que c'est l'un des grands enseignements du magnifique parcours des Pacers. C'est que s'ils veulent confirmer, ça passera par là. C'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Et d'ailleurs, Rick Carlisle est avant tout, était d'abord connu pour être un excellent coach défensif. Je pense que c'est pas une surprise, mais là, pour le coup, j'imagine qu'il y a une prise de conscience des joueurs et même du staff que s'ils veulent confirmer ce beau parcours, ça passera par là obligatoirement. Nembhard aussi avait fait un bon. Oui. J'ai l'impression qu'on a retrouvé, finalement, si tu veux aller loin, on disait souvent la défense fait gagner des titres. Alors, c'est parfois, faut être bon des deux côtés du terrain, évidemment, pour gagner un titre. Mais c'est vrai que ça rejoint ce que dit Fred. Tu as des équipes, la défense est plus que jamais présente en fait en NBA. C'est ça, justement, pour revenir un peu sur de manière globale, il y a ce débat donc qui revient souvent, et c'est vrai que sur un podcast de JJ Redick avec Tim Legler, justement, il parlait de cette faculté aujourd'hui à cibler les mauvais défenseurs et à cibler aussi les mauvais attaquants. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans les choix défensifs. Aujourd'hui, on le voit, Dallas, dans la série contre OKC, a clairement choisi de laisser certains joueurs libres. Là, contre Boston, c'est aussi le cas. Dallas est vraiment
très très forts quand ils peuvent mettre un grand, toujours en protection de cercle. Et Boston a exploité ça lors des matchs précédents, surtout lors du match 3. Et on a vu des ajustements sur le match 4. C'est des micro-ajustements, mais pour moi, ça m'a marqué. En fait, c'était du côté faible, justement. Vu que Boston en fait avait trouvé l'astuce pour contrer ça, il jouait directement vers le joueur qui était censé être défendu par Lively, qui était du coup obligé de sortir. Et là, Dallas s'est ajusté en mettant un autre défenseur limite en zone en fait sur ce joueur-là pour permettre justement à Lively de rester le plus longtemps possible proche du cercle. Et Boston a galéré sur le match 4, on l'a vu. Ils ont une réussite qui a été famélique sur les tirs près au cercle, justement parce que Dallas a trouvé le moyen de garder ses joueurs près du cercle. Et en fait, c'est devenu en fait un élément clé à quel point on va pouvoir mettre des protecteurs de cercle toujours, enfin, de les garder connectés le plus longtemps sur des possessions. Et moi, ce qui m'avait marqué, moi, la première fois que j'ai vraiment vu ça, c'était l'année dernière sur un match de Pro A. C'était un match entre Le Mans et le Paris Basket qui était coaché par Kyle Weaver. Et il avait mis Jeremy Evans en zone tout seul, en fait, près de la raquette. Et enfin, près du panier. Et c'est un truc que d'habitude, on peut voir ça peut-être en U15. Et ça avait marché, en fait. Et ça avait marché. Et cette année, on a vu plein d'équipes le faire, notamment Minnesota et notamment Dallas. Donc, ouais, on voit quand même de plus en plus de schémas osés en défense et d'assumer totalement le fait de laisser des joueurs ouverts et même des shooters, parce que c'est plus une question de le mec n'est pas adroit, je défends pas sur lui, c'est une question de mathématiques. C'est les statistiques qui interviennent. Ouais, voilà. Et là-dessus, je voudrais rendre hommage aux joueurs quand même, parce que je pense qu'on ne mesure pas en fait la capacité d'adaptation qu'ont ces joueurs de très haut niveau et parfois de changer d'un match à l'autre, parfois même d'une mi-temps à l'autre. C'est pas simplement tu peux avoir joué d'une manière toute l'année, même si maintenant il n'y a plus une seule équipe qui joue d'une seule manière. Les défenses sont quasiment toutes les équipes ont différents schémas défensifs tout au long de l'année. Mais là, je trouve ça vraiment impressionnant de voir, à fortiori en playoff, comment d'un match à l'autre, finalement, tu vas pouvoir demander à des joueurs de changer complètement leur manière de se positionner ou de venir en aide, aller à l'encontre peut-être de ce qu'ils ont le plus l'habitude de faire, de voir que globalement, ça ne veut pas dire que ça marche systématiquement d'un point de vue rendement, mais tu vois que les joueurs ont cette capacité à faire ces changements. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros changement pour le coup, parce que je sais que surtout peut-être les anciens, on parle tout le temps de basket des années 90, rugueux, les mecs défendaient dur et défendaient fort. Peut-être, mais ils défendaient de manière beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Je veux dire, et je pense que autant je suis d'accord pour dire que peut-être que certains défenseurs d'aujourd'hui seraient pas capables de défendre de manière d'avoir le même rendement si on les a mis dans les années 90 en termes avec l'aspect physique, etc. Mais je vous garantis qu'il y a des joueurs des années 90 qui n'auraient pas pu s'adapter aux exigences du jeu actuel, ou du moins qui auraient eu du mal. Qu'ils n'auraient pas pu, c'est faux. Je peux pas. Quand tu es au plus haut niveau, tu as la capacité pour t'adapter, mais ça aurait été quand même compliqué pour eux de s'adapter et de changer leurs habitudes. Là, je trouve que tous les ans, c'est impressionnant, mais cette année, ça allait encore plus. Ce que tu disais sur le cas de Lively, là, d'avoir posé un joueur quasiment en zone à côté de Lively, il me semble que tu l'avais repéré aussi du côté d'Utah avec Walker Kessler cette saison, non ? C'est ça. En fait, Utah avait fait des schémas quasiment avec 2 joueurs vraiment en zone, alors que les 3 joueurs devant, eux, étaient plutôt dans des schémas c'était une match-up plutôt en individuel, mais pour pouvoir mettre Kessler et Kelly Olynyk quand il était encore là, ensemble sur le terrain. Parce qu'en attaque, après, il y a des dynamiques qui sont différentes, mais pouvoir les mettre justement sur le terrain, il y avait la question de la défense, et c'est comme ça que Will Hardy avait trouvé la solution. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais. Mais les joueurs sont clairement super intelligents, parce qu'au-delà de la capacité d'adaptation d'un match sur l'autre, il y a aussi même les prises de décision en plein match. Il y a un truc qui est impressionnant chez les Celtics, c'est leur capacité à décider quand il faut changer ou non sur un switch. Tu vois, à quel moment, si là je change, je sais que je vais avoir Porzingis qui va se retrouver exposé. Et j'imagine qu'évidemment, il y a de la schématisation, mais aussi des fois, c'est juste, tu vois, de la prise de décision en temps réel de « Ah non, là, on change pas, parce que sinon, si c'est tel mec qui change, on va se retrouver avec Porzingis qui va aller qui va se retrouver impliqué dans le pick and roll dans l'axe, et tout ça, ça demande du QI basket, mais en plus à le faire à cette vitesse de jeu. Je crois qu'on n'imagine même pas le niveau d'intensité et la vitesse d'exécution de ces trucs-là. C'est impressionnant en fait.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que là, je voudrais, enfin, pour le cas de Boston, c'est vraiment, comment dire, c'est un fait de. C'est dans leur ADN et ça a commencé avec Brad Stevens. Honnêtement, avec Brad Stevens, déjà, moi j'étais épaté à quel point déjà il changeait sur les écrans et à quel point, en fait, quand il y avait un match-up qui allait être contre-productif pour eux, ils arrivaient à communiquer suffisamment et à rechanger derrière pour éviter justement de se retrouver avec un grand face à un petit ou parfois c'était, tu vois, si tu avais un joueur qui était moins costaud que Marcus Smart était à l'opposé, bah, il arrivait à venir switcher pour venir défendre sur le joueur qui allait essayer de jouer au post-up, sachant que Marcus Smart est hyper solide, était très bon dans ce registre-là. Et c'est vraiment, je trouve, un truc qui est dans leur ADN, qui avait été poussé encore avec Ime Udoka, qui était un excellent coach défensif. Et je pense que, alors, je retire rien du tout comment dire, à Joe Mazzulla qui fait une super saison, franchement, qui est vraiment. Voilà, je suis ravi pour lui de la saison de Boston, mais il a pu hériter quand même en partie de cet héritage-là. Tu sens que ça fait partie de leur ADN, quoi. Ce côté communiquer, ne pas subir, ne pas laisser l'attaque du moins, comment dire, prendre l'ascendant de ce point de vue-là, c'est vraiment en eux. Pour moi, quand même, il a énormément de mérite, Joe Mazzulla, parce que bon, c'est Ouais. un entraîneur qui est très attiré par les statistiques. Et justement, pour moi, il a fait des choix quand même très très forts. Juste ça, cette défense en switch, elle est intéressante parce que la polyvalence des joueurs est complètement folle. Aujourd'hui, on a Boston qui peut se permettre de mettre Jrue Holiday sur un pivot et Horford sur un ailier. Bah, c'est ce qu'on a vu contre Dallas, hein. Horford qui était sur Derrick Jones Jr. pour éviter justement qu'on cible en fait, même quand il y a Porzingis sur le terrain, pour éviter qu'il soit ciblé sur les écrans, ben, on peut mettre Jrue Holiday sur un pivot. Donc c'est là aussi la richesse et la force de Boston, c'est d'avoir ces profils polyvalents. Et là où je trouve que Joe Mazzulla c'est quand même fort, c'est que lui, Boston, c'est quand même l'équipe qui défend le mieux le cercle et qui fait le moins de fautes sur la saison régulière. Donc c'est aussi grâce à justement ces formats, ces schémas en switch qui certes ont été pratiqués par le passé, mais là il a vraiment le personnel pour. Et je trouve qu'il est allé à fond vraiment dans cette idée de faire le moins de fautes possible, de garder une bonne protection de cercle tout le temps, parce qu'il peut avoir grâce à Jaylen Brown, grâce à Tatum, grâce à Derrick White. Enfin, il a tous ces joueurs qui sont capables de protéger le cercle, mais tout est organisé en fait pour que Boston concède le moins de paint touch, du coup de ballons qui circulent dans la raquette. Et c'est pour ça que Boston est aussi fort, quoi. C'est que tout est organisé pour que dès que le ballon va dans la raquette, bah, c'est tout de suite plus compliqué parce que il y a des mains, il y a des grands corps. En fait, ça paraît simple, mais c'est une réflexion qu'il y a derrière. Et c'est un truc qui est difficilement perceptible, je pense, pour le grand public. Mais il faut vraiment lui rendre hommage parce qu'il fait une très belle saison. Et je pense que d'un point de vue défensif, il a énormément progressé aussi par rapport à la saison dernière. Oui, non, bien sûr, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, Fred. C'était pas pour retirer quoi que ce soit à Mazzulla, c'était vraiment pour remettre le doigt sur le fait que c'est quelque chose qui est en Boston depuis un bon petit moment. Ce qui est intéressant, en fait, là où on voit toute la difficulté, c'est que tu prends un défenseur comme Derrick White, par exemple, qui est extraordinaire dans ses finales, dans ses playoffs, dans cette saison, qui est un des meilleurs défenseurs de Boston et de la ligue. Et ben, finalement, il se retrouve face à une équipe de Dallas où Luka Doncic, quand il a la balle, il peut être tenté justement de le cibler lui. Et de faire ce qu'aucun autre attaquant peut-être a fait dans toute la saison, c'est-à-dire décider non, moi je veux attaquer contre lui parce que j'ai un tel avantage physique que ça va être à mon avantage. Et c'est là où je voulais en revenir sur les adaptations, c'est que ça, Boston l'a pas connu. Il n'y a aucune série, aucun match de l'année où ça a été le cas. Et là, tu te retrouves face à une équipe qui peut faire ce choix-là. Et donc, il faut que tu modifies encore une fois quelque part tes plans défensifs ou ce que tu avais prévu de faire à la base, quoi. Ouais, tout à fait. Mais justement, je trouve qu'ils se sont bien ajustés Carrément. en limitant quand même les prises à deux. Il y en a très très peu quand même, et ils peuvent se permettre parce que justement, ils ont des gars qui sont polyvalents. Mais moi, j'ai bien aimé aussi comment ils se sont adaptés et pour rebondir sur ce que tu as dit aussi, Antoine. Et ça reflète aussi cette intelligence collective et le fait de quelque part quand même défendre de la même façon sur toute une saison. Ça, je pense qu'au niveau de la communication, au niveau de savoir quand switcher, quand garder son joueur, c'est des trucs qui viennent aussi au fur et à mesure de la saison. Et là, on sent des mecs vraiment connectés. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Et pour revenir à Porzingis, à chaque fois qu'il est lui ciblé directement dans des écrans, bah lui, il sort
fort au niveau de l'écran, justement pour retarder un peu l'attaquant. Et derrière, il y a les rotations qui peuvent s'effectuer. Et lui, il peut reprendre dans un second temps son joueur proche du cercle. Donc, les ajustements à ce niveau-là ont été parfaits. Bah, malheureusement, Porzingis, depuis, s'est blessé. Donc, il faut voir comment ça va. Si la série dure, parce qu'elle peut durer, hein, je pense que Dallas peut revenir. On va voir comment Boston va s'ajuster, parce que là, ça va être vraiment challengeant pour eux. Et d'ailleurs, ça revient un peu à ce que tu parlais sur la défense des Mavericks, mais en fait, quand il n'y a pas Porzingis, tu peux plus facilement laisser Lively très proche du cercle ou Gafford très proche du cercle, dans le sens où tu sais que tu as cette zone dont tu parlais, cette fausse zone, mais tu as un mec, alors Horford met des shoots, mais il ne représente pas nécessairement la même menace à 3 points. Si on reste toujours sur la pure analytique, bien sûr qu'il est capable de mettre des 3 points, mais il n'aura pas le même pourcentage et je Et le pense même qu'il volume. n'apporte pas le même. Voilà, exactement. C'était merci, c'était ça que je cherchais. C'était la notion que je cherchais, c'est-à-dire qu'il peut mettre des 3 points, mais pas autant que Porzingis, au-delà de l'adresse. Et là, tu peux plus facilement te permettre de laisser Lively près du cercle, ce qu'ils ont beaucoup fait d'ailleurs, je trouve, dans le Game 4. Les Mavs, de toute façon, c'est l'ajustement dont tu parlais, mais de garder cette force avec Gafford et Lively qui sont tous les deux des bons protecteurs du cercle. L'absence de Porzingis pose aussi vraiment problème là-dessus. Et du coup, j'ai une question, par contre, je reviens sur la défense de Boston. Tu vois, je me dis, même s'ils ont perdu ce Game 4, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous la pose à vous les gars, vu que le Game 5 est ce soir. Je ne sais pas si nécessairement je serais tenté de faire plus prise à 2 sur Doncic par exemple, ou sur Kyrie. Je serais encore dans l'esprit de me dire, au final, on leur laisse des longs 2 points, enfin tu vois, des 2 points difficiles. Tu vois, on en parlait un peu Théo après, je ne sais plus quel match, un match qui avait perdu Dallas où Luka avait commencé à 10 sur 14, mais tu vois, il y avait beaucoup de fade-away à C'était match mi-distance 2, je crois. où tu te dis bon, ok, il les met. Et oui, il est capable de les mettre. Et oui, il va les mettre. Mais est-ce que tu peux quand même miser sur la probabilité que c'est un tir difficile et au final, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument le faire prendre à 2 et tu sais que c'est peut-être PG Washington et Derrick Jones Jr. qui te tueront dans les corners parce que du coup, il y a la prise à 2 qui vient, il y a Lively, il y a l'aide qui vient, Lively lâche la balle dans les corners, dans un des 2 corners, ou est-ce que tu vis encore avec ce truc de toute façon, Luka et Kyrie, ok, ils vont mettre leurs points, mais est-ce qu'ils vont mettre suffisamment de 2 points à mi-distance ou des 2 points contestés pendant que nous, on essaye de tirer vachement à 3 points? Qu'est-ce que vous voyez un peu de ce côté-là, vous, là, sur le match de ce soir? Moi, je pense que, et c'est raccord avec ce que Mazzulla a pas arrêté de prêcher, je pense qu'ils vont rester sur leurs principes. En fait, finalement, dès qu'ils ont été dans le dur, ils ont pas eu, j'allais dire, dès qu'ils ont perdu, ils ont très peu perdu. C'est le 3e match qu'ils perdent de tous les playoffs. Mais Mazzulla est toujours revenu sur le fait il faut qu'on reste sur ce qui a fait notre succès tout au long de la saison, croire en ce qu'on est capable de faire. Et pour ce que tu dis, je pense que c'est là l'exception de Boston, c'est que c'est la seule équipe qui peut se permettre, je pense, d'essayer de défendre uniquement sur Luka, notamment avec un seul homme et éviter au maximum les prises à 2 parce qu'au bout du compte, c'est d'autant plus faisable si Luka continue d'être aussi maladroit entre guillemets sur ses step back 3 et ses tirs à 3 points lointains. Parce qu'au bout du compte, il va driver, il va aller chercher un panier à haut pourcentage près du cercle. Mais t'as raison, je pense qu'au pire, c'est quoi? Il va mettre un tir à 2 points. Et au bout du compte, le challenge, enfin le pari de Boston, c'est de dire il va mettre 2 points pendant que nous, on va courir de l'autre côté, mettre un 3 points. Et si c'est les autres joueurs que Luka qui prennent les tirs, on les pense pas suffisamment bons pour prendre face à des défenseurs contestés, vu que nous, on va pas envoyer un deuxième homme. Donc, il y aura peut-être un décalage, mais il sera pas aussi fort que si on envoie des prises à 2 systématiques. Enfin, c'est ce que j'imagine. Je sais pas ce que tu en penses, Fred. Moi, je pense que le danger pour Boston, c'est que Tatum va être ciblé. Clairement, ils vont le cibler. Ils vont faire en sorte que ce soit lui qui soit contre Doncic dans les 1 contre 1, juste pour qu'il fasse des fautes. Déjà, juste ça. Je pense que justement, il a raison de rappeler à ses joueurs de rester dans leur schéma. Parce que des bonnes attaques vont forcément battre les bonnes défenses. Mais je pense que Boston perd le match 4 à cause de l'attaque, pas à cause de sa défense. Et je pense que la dynamique, elle peut vraiment changer si Boston est en réussite, hein, tout simplement sur le début de match et que l'équipe arrive à mettre les points, les paniers et trouver les tirs finalement que cette équipe veut prendre. Et je pense que c'est ça vraiment le point clé là, sur la rencontre qui va arriver et pas forcément changer parce que moi je trouve qu'ils font un très bon boulot et même sur le match 4 après oui il y a 30 points d'écart derrière Tim Hardaway prend feu mais le match était déjà joué donc je pense qu'il faut ce serait une erreur de changer tout de suite
Faudrait voir à quel point Doncic prend feu, à quel point Kyrie prend feu, et les ajustements, ils viendront peut-être dans un second temps, mais je trouve que ça fonctionne très bien comme ça, parce que justement, ils ont plusieurs joueurs capables de défendre sur Luka Doncic, et notamment Al Horford, dont on parle pas trop, mais finalement, c'est un grand qui est mobile et qui, même à son âge, peut encore tenir sur un top player comme Doncic. Alors, bien sûr, il va prendre comme tout le monde, mais il se débrouille quand même très bien. Ouais, d'autant que Boston est encore complètement en contrôle de cette finale. Ils mènent 3-1 à l'heure où on enregistre ce podcast, donc il n'y a pas de nécessité pour eux de changer du tout au tout. On va revenir à cet affrontement Dallas-Boston, mais j'ai une question pour toi, Fred. Je voudrais remonter à la série précédente entre Dallas et Minnesota, et notamment toute la polémique, le terme est sans doute trop fort, mais tout ce qui a pu être dit au sujet des choix défensifs des Wolves et de l'impact de Rudy Gobert, parce que beaucoup d'anciens joueurs notamment se sont exprimés, des anciens coach en disant non mais il faut blitzer systématiquement, je comprends pas pourquoi on blitz pas plus Luka Doncic systématiquement, est-ce que Rudy Gobert est vraiment le meilleur défenseur de la saison s'il est pas capable, tout ça avec des guillemets, hein, mettez autant de guillemets que vous voulez dans ma phrase, s'il est pas capable d'enrayer l'attaque de Dallas, quel sentiment ça t'a laissé toi, qu'est-ce que t'en as pensé de toutes ces questions? Bah, je pense comme tout le monde, comme tout Français, je pense que tous les débats autour de Rudy Gobert sont saoulants, parce que il mérite pas, enfin, franchement, tout ce qu'il prend dans la figure. Je pense que cette année, il a prouvé à quel point il était bon, à quel point, en plus, il a encore progressé. Mais ça, en fait, c'est une question finalement aussi de match-up, parce qu'on l'a vu, Minnesota, c'était une équipe qui était bien construite pour défendre un gars comme Jokic, parce que tu peux envoyer plusieurs grands. Là, c'est pas pareil avec Doncic, parce que Doncic, c'est lui la force finalement du jeu à 2, du jeu à 3. Ce sera toujours lui la force, tandis qu'à Denver, c'était pas le porteur de balle forcément, le gars qui était vraiment dominant, mais c'était le pivot. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est le porteur de balle. Donc, si Gobert, ils ont tenté ces schémas en blitz, donc avec des prises à deux très fortes, ils l'ont fait, mais le truc, c'est que derrière, Dallas était en confiance, Doncic trouvait les passes qu'il fallait, et le truc, c'est que en fait, c'était plus sur les lignes arrière qu'il aurait fallu trouver ce joueur pour défendre sur Doncic, et McDaniels, il est très très fort, c'est pas la question, mais il manque peut-être de physique par rapport à Doncic. On le voit, là, il est plus gêné par le côté physique de la défense de Boston, et il a été gêné par le côté physique de Lou Dort en demi-finale. Et c'est ça, en fait, c'est cette dynamique-là qui est très difficile. Et Rudy Gobert, même s'il est très très fort et qu'il a progressé dans tous les domaines, bien sûr qu'il a un domaine où il est plus fort, c'est quand il est proche du cercle. Rudy Gobert, quand il est proche du cercle, c'est là où il est plus fort. Alors, si tu l'éloignes, tu l'éloignes aussi de la zone où il va dominer, tout simplement. Donc, tu peux tenter tout ce que tu veux, c'est pas lui. En fait, il faut pas oublier que c'est vraiment un sport collectif. Et les 5 joueurs, les 5 défenseurs ont une importance. Comme je le disais, les attaquants, ils ciblent vraiment la faiblesse. Et ils peuvent cibler aussi la faiblesse chez un très fort défenseur. Mais quel est son point faible? Donc, c'est toujours une question de ciblage, d'équilibre. Rudy Gobert, c'est pas le défenseur parfait. Parce que il a peut-être un manque de mobilité, et encore, je le trouve très mobile pour un mec de 2m20, mais il n'a pas la même mobilité, par exemple, qu'un Wembanyama, qui peut-être aurait été plus impactant face à Doncic, face à cette équipe. Mais on peut pas. Rudy Gobert, la saison qu'il fait, elle est tout simplement exceptionnelle. On peut pas lui retirer ça. Et c'est pas parce que Doncic a trouvé la solution face à des Wolves que ça devient un défenseur surcoté pour autant, quoi. Ouais, en Surtout fait, vas-y, pardon. Enfin, non, j'allais dire, les Wolves, au final, ils avaient aussi beaucoup de problèmes offensifs. Cette série, ils la perdent pas Ah oui. complètement en défense, au final, Bien sûr, bien Minnesota. sûr. C'est une équipe qui manquait de playmaker, et même pas juste de créateurs balle en main capables de faire des différences, quoi. Donc bon. Mais c'est vrai, c'est moins. Je pense qu'ils perdent plus pour ça que pour leur défense, hein. Encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre. C'est en fait ce que j'avais trouvé décevant finalement dans ces critiques, c'est que je trouve qu'elle desservait un petit peu le... En fait, c'était un petit peu, si t'écoutais de loin, c'était comme s'il y avait une solution facile en fait. Il suffisait soit de blitzer Doncic, soit il suffisait de faire ceci, cela. Je pense que c'était pas rendre hommage finalement à la difficulté des choix
à prendre de la part des Wolves et à la complexité des problèmes posés par Dallas. Et je trouve que finalement, tu vois, notamment de la part de commentateurs, eh ben, c'était pas mettre en valeur finalement ce qui était en train de se jouer sous les yeux des spectateurs. Et je trouve ça un peu dommage parce que on aurait pu aborder cette question en mettant tout ça en valeur et en fait, justement, en attirant l'attention de l'œil du spectateur sur la difficulté qui était posée à cette équipe des Wolves par Dallas, cette difficulté spécifique même, liée à un joueur qui est hors norme finalement. Les Wolves en ont joué deux de suite, Jokic, Doncic, je veux dire c'est des joueurs hors norme que tu vas pas croiser deux fois dans la saison. C'est bon, c'est ça que j'avais trouvé un petit peu décevant, au-delà bien sûr de l'aspect Rudy Gobert où là tu sens qu'il y a toujours ce problème de relationnel avec ses pairs quoi, qui prend un peu le pas. Mais je reviens sur ce truc là, franchement c'est ouais, il y a des moments tu avais l'impression que certains commentateurs comprenaient pas les schémas défensifs des Wolves simplement quoi. Et Pourquoi du ils coup, faisaient je telle ou rebondis telle sur chose. ce que tu as dit tout à l'heure, Théo, pardon, c'est un Non peu non, vas-y coupé. vas-y. Sur le côté, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile de défendre que dans les années 90 parce que le spacing a changé énormément de choses. La distance à couvrir est complètement différente. Aujourd'hui, un joueur doit couvrir quasiment tout le demi-terrain. Et ce qui n'était pas le cas dans les années 90 et même avant, où finalement, quand même, le jeu était très recentré autour du panier. Parce que après, la réflexion, elle était bête et méchante, mais elle était logique finalement. C'était donner la balle à un joueur qui est proche du cercle et ce joueur derrière va faire la différence. Et si jamais il y a des prises à deux, on ressort et ça tire. Là, aujourd'hui, on a des équipes avec des joueurs qui sont capables de tirer depuis le logo. Donc déjà, ça change tout. Les défenses sont obligées de défendre plus haut. Donc il y a beaucoup plus de terrain à couvrir. Donc là, et tout change. Et on le voit aussi au niveau des qualités athlétiques des joueurs, où maintenant, un joueur de 2,20 m doit savoir courir. C'est une évidence. Et c'est là où vraiment la nouvelle génération de joueurs qui va arriver va être complètement flippante. Je Ouais. pense c'est Wembanyama, Holmgren, c'est juste un avant-goût du futur finalement, du futur du basket qui, selon moi, va énormément passer par la défense et justement la capacité à pouvoir faire 2,20 m et défendre sur 5 postes. Ouais, et à répéter les efforts parce qu'en fait moi ce que je trouve impressionnant, ce que j'adore en fait chez un mec comme Derek Lively, c'est justement sa capacité à enchaîner les efforts défensifs, il va venir stopper ou perturber un drive, la balle va ressortir, c'est lui qui va devoir faire le close-out, il va courir, s'arrêter en équilibre pour pas faire une faute bête et simplement dissuader. Je parle de Lively parce qu'il est en finale, mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui c'est ça qu'on demande à un grand dans le basket moderne de NBA, c'est vraiment de pouvoir faire tout ça. Et enfin, je comprends, on a toujours l'impression que c'était mieux à notre époque, mais quand j'entends certains experts, ou du moins certains consultants des anciens joueurs, ils n'étaient pas capables de le faire. Si tu les avais transposés tels quels, ils n'auraient pas été capables. Je dis pas que s'ils n'avaient pas grandi avec le basket moderne, ils n'en auraient pas été capables, mais je pense que eux-mêmes sous-estiment un petit peu la difficulté du jeu moderne. C'est pas pour dire qu'il y en avait un qui était mieux que l'autre ou que l'un était plus dur que l'autre. C'est vraiment différent. Et je trouve que ça appauvrit en fait le discours quand on simplifie les choses en disant lui, ça prouve qu'il n'est pas au niveau parce qu'il n'est pas capable de dire que Gobert est pas le meilleur et méritait pas son trophée de défenseur de l'année parce qu'il n'est pas capable d'empêcher Jokic de faire rayonner son équipe ou de stopper Luka Doncic. Je trouve que ça appauvrit à la fois la performance de Rudy Gobert et la performance de Jokic ou de Luka Doncic. Ouais, parce qu'au final, on s'enferme. Après, c'est tout un autre débat et un autre problème, mais on s'enferme un peu dans la simplicité de l'explication et du manque, justement, ou du manque de capacité à expliquer. Et du coup, on se dirige vers quelque chose qui devient plus narratif. Et c'est forcément la narration autour de Rudy Gobert. Voilà, on le sait, elle existe depuis un moment. Je reviens sur la polyvalence des athlètes. J'ai l'impression que c'est pas juste au basket, d'ailleurs, qu'on a de plus en plus de sportifs qui se doivent d'être ultra polyvalents dans leur qualité athlétique. C'est-à-dire que tu peux pas être juste puissant, tu peux pas être juste rapide, tu dois être rapide et puissant. Tu peux plus être juste fort. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'au basket. J'ai l'impression que au foot, dans le cyclisme, dans plein de trucs, on se dirige vers des gens de plus en plus forts. Alors c'est vrai que si on revient sur l'exemple du basket avec le spacing, ça me fait une passerelle parfaite vu qu'on parle de Rudy Gobert. Dans le MOOC, j'ai eu la chance de pouvoir parler un peu avec lui. Et c'est vrai qu'il expliquait, mais quand lui, en fait, a été obligé de constamment s'adapter parce que quand il est arrivé dans la ligue, ça revient sur le spacing, il y avait 3 pivots qui tiraient à 3 points. Et alors qu'aujourd'hui, chaque équipe a 1 voire 2 pivots qui tirent à 3 points. Et que du coup, lui, il n'a pas eu de choix que de progresser niveau mobilité. Et ça me fait penser à ce. Je pense quand même que les Timberwolves, sur l'action où il défend en 1 contre 1 sur Doncic, le fameux game winner de Doncic, je pense qu'il y avait effectivement moyen vu la situation, vu qu'il y a
vu qu'il y a 2 points d'écart, peut-être que McDaniel aurait dû rester lui aussi au contact et faire prise à 2 pour au pire se dire: «OK, peut-être que Lively, il va mettre un 2 points et à prolongation». Voilà, on peut l'interpréter comme ça, mais je comprends tout à fait pourquoi les Timberwolves, avec la saison qu'a fait Rudy Gobert, avec les évolutions qu'a fait la manière dont Rudy Gobert a évolué, c'était un des meilleurs défenseurs. Il a mis beaucoup en avant, notamment quand il faisait un peu sa tournée des médias, tu sais, un peu avant. C'était la campagne pour le DPI, tu vois, où il expliquait, bah, voilà, je suis le meilleur. Il disait, bah, dans les stats, on voit que je suis un des meilleurs défenseurs en isolation, etc. Donc, je comprends pourquoi ils lui ont fait confiance, tu vois. Et c'est vrai que tu as un mec comme lui, il n'a pas le choix. Tu es obligé aujourd'hui d'être couvrir de plus en plus de terrain. Enfin, ça rejoint tout ce que tu disais, Fred, quoi. Oui, et puis pour cette action spécifiquement, t'as tout dit en fait. C'est en une fraction de seconde en fait. Peut-être que McDaniels aurait dû rester, mais en fait, c'est une fraction de seconde. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et franchement, cette image, moi je trouve. Enfin, parce que là. Il défend bien. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Il fait 2,20 m. Comment. Enfin, honnêtement, il pousse Luka Doncic à prendre un tir à 3 points en step back contesté. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça en fait? Il y a un moment aussi, il faut un peu d'humilité en fait. Il faut reconnaître quand l'attaquant était meilleur. Tu le disais tout à l'heure, Fred, avec cette phrase que j'aime beaucoup de Mike D'Antoni. Le joueur qui est en position de force, c'est celui qui a la balle. Le défenseur, il est toujours en position de réaction face à celui qui a la balle, qui va prendre la décision. Donc, cette action, elle était bien symptomatique, effectivement, de ce que tu soulignais, enfin, ce dont on parlait à l'instant, Antoine, sur le fait de, voilà, tu peux pas résumer le talent d'un joueur là-dessus. Sinon, tu peux faire pour tous les joueurs. Tu peux me sortir, tu peux sortir tous les highlights de Kawhi Leonard. Il y en a où il se fait scorer et tu dis, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Tu sais très bien, de toute façon, c'est un petit peu comme quand on va se moquer du mec qui prend le dunk en deuxième rideau. C'est le mec qui est venu aider. Le mec qui vient prendre le dunk en deuxième rideau, il est venu aider. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Qu'il laisse le panier se faire tout seul? C'est ça que j'ai jamais compris, quoi. Et pour moi, cette action, elle revient à, si on reprend les années 90, à Gary Payton qui essaie de, je sais pas, défendre au poste, intercepter une balle à chaque et qui se fait dunker dessus. Ouais. Donc après coup, c'est facile enfin, on va pas demander à Rudy Gobert finalement, et en plus, il a très bien défendu. C'est ça qui est dingue. Et enfin, j'ai l'impression que ces analyses sont faites comme si le basket c'était du 1 contre 1 permanent, alors que c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors oui, pour le coup, sur cette action, ils ont tout fait pour isoler. Enfin, Gobert s'est retrouvé face à Doncic sur une île, comme ils disent en NBA. Hein. C'est comme ça quand t'es un contre un. Après, oui, Doncic a pris le tir le plus difficile dans le basket. Mec, c'est Doncic. il peut le mettre quand même. Enfin, Oui, et en plus, McDaniel, sur le coup, il réfléchit. Il se dit, mince, peut-être que j'aurais dû y aller, mais ça se joue en une fraction de seconde. Et s'il était sorti fort en prise à 2, bah, ça se trouve, il y aurait eu un autre choix. Transfert de passe, un panier facile, ça aurait été le même résultat, voire pire. Donc, après, c'est la facilité. C'est un peu le biais du survivant. On peut parler que de ce qui s'est passé, mais on ne peut pas savoir ce qui se serait passé s'il y avait eu un choix différent. Donc, ouais, c'est la facilité, comme souvent dans ces situations-là. Et quand on a quelqu'un qu'on a pris pour cible, on aime bien appuyer dessus. Non, mais t'as trop raison, parce que surtout face à un joueur comme Doncic, s'il était venu, il aurait vu le mec tout seul, et ça se trouve, c'est un autre joueur des Mavs qui aurait pris le 3 points, et tout le monde aurait dit, mais pourquoi vous faites prise à 2 à ce moment-là? Il y a Gobert qui est meilleur défenseur, qui peut le gêner. Je veux dire, tu vois, dans la série face à Boston, là, il y a 2 fois, je crois, où Boston a fait prise à 2. Parce qu'ils se sont retrouvés dans les rotations. Les 2 fois, ils ont été sanctionnés. Alors, je saurais pas te dire si ils ont été sanctionnés par le panier, mais les 2 fois, Doncic, en temps réel, a vu qu'il y avait prise à 2, a servi Lively qui est descendu. Et derrière, je sais plus s'ils ont marqué ou pas, mais en gros, les 2 fois ça s'est produit, les 2 fois, Boston a failli payer ou prendre l'action qu'ils veulent absolument pas, prendre face à des joueurs de ce niveau-là. Ça se joue à ça, en fait. Ça se joue en... Tu tournes la tête au moment où il faut pas tourner la tête, et t'as pris le panier, c'est mort, quoi. Ouais, bah ça revient à finalement faire un choix et assumer en fait. Parce qu'après, c'est facile, quoi. On peut tout faire, en fait, au basket. Après coup, on peut tout faire. On peut faire tous les schémas. Bah oui, prise à 5, ça aurait marché, mais non. J'en mets une petite couche, mais c'est vrai que c'était aussi l'enjeu de ce MOOC sur la défense. C'était justement d'essayer de couvrir un petit peu tout ce que ça recouvre, le terme de défense, que ce soit les défenseurs sur l'homme, sur les défenses organisées aussi. On parle de zone par moment, on parle des différentes manières de défendre sur pick and roll avec Romain Leroy, qui est assistant coach au
CSP Limoges, à qui on passe le bonjour, là, voilà, qui nous a détaillé ça avec talent sur différents profils. Il y a aussi des sujets d'analyse, notamment celui l'un des deux que tu as fait, Fred, qui était sur cette question dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que la défense est morte? Parce que c'est l'impression que peuvent donner un petit peu, qu'ont pu donner en début de saison, surtout les cartons monstrueux auxquels on a pu faire face. Toi, quel est ton point de vue là-dessus, sans rentrer forcément dans donner tout ce que tu dis dans ton papier, mais quel est ton point de vue au bout du compte? Ah, je vais spoiler un peu, forcément, je pense que c'est faux. Cette idée est fausse depuis le départ, mais comme tu le disais aussi, Antoine, c'est la simplicité de l'analyse, parce qu'on n'analyse pas vraiment, on regarde juste que les scores en NBA n'ont jamais été aussi élevés. Donc, la conclusion qui va être logique, c'est que ça défend plus en NBA. Sauf que la réalité est beaucoup plus complexe. La réalité est beaucoup plus complexe parce que d'un côté, c'est vrai, tout a été fait pour que l'attaque soit plus optimisée. On parle des règles du jeu qui ont favorisé l'attaque, mais on parle aussi de tout simplement aussi l'intelligence des coachs, l'intelligence des joueurs, le développement des joueurs. Aujourd'hui, voilà, les 5 joueurs sont capables de tirer, de dribbler, de passer. Tout est fait justement pour que les joueurs se développent. Donc ça, c'est super. Mais d'un autre côté, ben voilà, comme on en a parlé là pendant une demi-heure, ben, les défenseurs sont devenus de plus en plus polyvalents et aujourd'hui, un poste 5 est capable de défendre convenablement sur un meneur de jeu, sur un porteur de balle qui est très fort en 1 contre 1. Et ça, c'est quand même une sacrée prouesse. Et donc, dans cet article, déjà, je reviens sur cet adage qui dit que la défense gagne des championnats. Et quand on regarde, vraiment quand on s'y intéresse, parce que du coup, moi, je me suis intéressé à la question, au final, ça a été vrai que dans les années de Bill Russell, en fait. Ou pendant cette ère des Celtics de Russell, oui, les Celtics, c'était une équipe qui dominait principalement par sa défense et qui était une mauvaise attaque. Mais quand on regarde toute l'histoire de la NBA, eh ben, c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas, et les cas où les défenses qui surpassent les attaques sont très, très rares. Oui, il y a cette phrase dans ton papier, je crois que c'est de Tim Legler, qui dit qu'en gros, la défense te met en position de pouvoir jouer des finales, mais ça ne te garantit pas de gagner le titre. C'est-à-dire que tu as besoin de défendre pour pouvoir arriver à ce stade de la compétition, mais que derrière, c'est... Enfin, je te laisse finir, Fred. Ouais, bah lui, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, il ne croit pas qu'une équipe qui surdomine défensivement et qui ne fait, entre guillemets, que ça, peut gagner en NBA. Et ce qui s'est passé avec les Timberwolves lui donne raison. Aujourd'hui, il dit qu'il y a aujourd'hui, il y a des standards en attaque qui sont indélébiles. C'est-à-dire que si tu n'as pas un certain standard en attaque, eh ben, tu ne peux pas performer plus que ça en NBA. Et moi, je lui donne raison aussi. Je vais prendre l'exemple d'Orlando, tout simplement. Orlando a prouvé qu'on pouvait quand même se qualifier en play-off et faire une saison à quasiment 50 victoires, principalement grâce à une grande défense et une attaque, il faut le dire, très faible. Mais arrivé en play-off, on a vu les limites d'Orlando, on a vu les limites des Wolves. Justement, c'est que ça suffit plus d'être une défense qui domine, qui annule vraiment une attaque adverse. Ça suffit pas si t'es pas assez fort derrière en attaque. Et tout est une question d'équilibre, en fait. Et c'est mais je pense que de toute façon, ce qu'il dit, ça a toujours été le cas en réalité. C'est quand même très rare. Les équipes qui ont dominé comme ça, dans un exemple récent, il y a les Pistons de 2004. Mais à la rigueur, les Celtics même de 2008, même s'il y avait du talent incroyable en attaque, c'était quand même une équipe qui défensivement était franchement en avance sur plein de choses, sur les schémas, et ils ont vraiment dominé sur ça. Mais au final, le basket, ça a toujours été un jeu d'équilibre, en fait. c'est pas ouais, j'ai une défense et j'ai pas d'attaque. Non, c'est plus complexe que ça. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi, et moi, cette notion que j'aime bien, c'est qu'en fait, je trouve que la défense permet d'apprécier à juste titre la qualité de l'attaque. Finalement, le geste magnifique sur lequel on va s'extasier, que ce soit dans les highlights ou sur une vidéo de Instagram, c'est parce qu'en face, il y a une défense. Sinon, tu regardes juste des attaquants à l'entraînement face à des plots. Voilà, tu vas à l'entraînement, vous le savez aussi bien que moi, on est capable d'enchaîner les tirs, de mettre des fadeaways, de faire tout ce que tu veux. C'est face à un défenseur et un bon défenseur que tu peux justement mettre la démarcation entre un attaquant lambda et un excellent attaquant, voire un très grand joueur. Ouais, je te rejoins. Et du coup aussi, pour revenir un peu aussi sur cet article, je parlais aussi justement des choix qui sont faits aujourd'hui pour être une bonne défense. Il y a une équipe comme Houston qui moi, m'a vraiment plu cette année et qui s'est vraiment focalisée sur le fait de ne pas concéder énormément de transition. Donc en fait, sur chaque tir,
ça jouait très peu le rebond offensif finalement. Il y Mm. avait quand même un repli qui était fait, quand même, l'accent a été mis dessus et ça se voit à travers les chiffres. Et il y a d'autres équipes qui font d'autres choix. Comme j'ai dit, alors après en NBA, et c'est là où justement je vais mettre en valeur une nouvelle fois l'attaque des Celtics, mais en NBA aujourd'hui, je dis, la donnée principale pour une défense, c'est de protéger les tirs au cercle. Et Boston, c'est en tout état de cause qui justement, ils se sont construits autour de cette notion, contre cette notion, autour du tir à 3 points. Parce que finalement, c'est complètement assumé le fait de prendre énormément de tirs, parce qu'ils savent très bien que les défenses vont s'organiser pour empêcher ces tirs au cercle. Mais en ayant une équipe qui prend autant de tirs, ben, on inverse un peu, enfin, cette équipe inverse la tendance comme ça. Et l'attaque va toujours, de toute façon, avoir un temps d'avance, finalement. L'attaque, c'est l'équipe qui a le ballon, qui dicte un peu le jeu. Après, les défenses peuvent trouver des manières vraiment subtiles et créatives pour essayer de changer ce rapport de force, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est l'équipe qui est en possession du ballon qui a un avantage sur l'autre. Après, je sais pas, peut-être que Non, je non, me mais, trompe, je non, suis mais pas c'est à jour, hein. Super intéressant. Ouais. c'est exactement ça. Et j'en reviens un petit peu au propos de Joe Mazzulla là, qui avait l'air dépité un petit peu après la défaite lourde du match 4. C'était de se dire, finalement, ils ont. Enfin, je pense que Mazzulla et les Celtics, avec le recul, doivent avoir l'impression d'avoir simplifié la tâche de la défense de Dallas en jouant court, entre guillemets, en cherchant chacun un tour de rôle à mettre le 3 points qui allait faire la différence pour relancer la machine, au lieu d'être dans la... C'est là où Boston est redoutable, c'est quand il y a cette alternance de pénétration, la balle ressort, une deuxième passe, ça repénètre, ça recrée un décalage, et au bout du compte, effectivement, je reviens toujours à ta phrase de tout à l'heure, Fred, la défense finit par faire une erreur, la défense finit par avoir un vrai temps de retard, et c'est là que tu la pénalises, c'est là que tu peux en tirer, en tirer profit. Moi, je suis... Bon, vous écouterez peut-être ça, ce podcast, après que le match 5 se soit joué, mais j'ai hâte de voir le match quand même de cette nuit, justement pour voir dans quelle disposition d'esprit va revenir Boston, sachant que malgré tout, la première action de l'attaque de Boston, c'est sa défense, sa capacité à changer, à dissuader le cercle et à rester fort. Parce que ce qui est impressionnant quand même dans cette équipe de Boston, effectivement, c'est malgré tout la qualité défensive de chaque joueur. Même un joueur comme Pritchard, on voit que c'est un joueur qui n'est pas si simple à exploiter que ça physiquement. Alors face à Luka, ok, il a aucune... Ok, le différentiel est trop fort, mais sinon, finalement, malgré sa petite taille, du moins dans les standards NBA, on voit que c'est un défenseur solide au sens propre. Et finalement, c'est pas si simple que ça d'exploiter même un joueur comme ça dans la rotation de Boston. Ah, même Sam Hauser aussi qui a bien défendu. Pritchard, ça a l'air d'être un buffle. Je pense que tu le bouges difficilement. Il fait partie des petits, tu sais, les petits meneurs que tu as du mal à poster en fait parce que leur centre de gravité est bas, ils sont très solides sur leurs appuis, ils ont des grosses cuisses et au final, tu te rends compte que non, le coup de cuisse, ça passe pas, le mec, il bouge pas. Après, oui, et après, bon, c'est vrai que Lucas, c'est un animal, mais à ce niveau-là, il est tellement grand que forcément, il va bully un mec comme Pritchard, mais je te rejoins là-dessus. Sur les Celtics, il y a un truc quand même avec leur pénétration. Moi, j'ai l'impression aussi que les Mavs, pardon, du coup, je parle plutôt des Mavs, la défense des Mavs m'a paru plus engagée physiquement, mais peut-être que c'est juste une impression liée au fait qu'il y avait plus de rythme et que du coup, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'intensité. Je ne sais pas si les arbitres les ont plus laissés jouer. Je suis d'accord avec Fred, il y a eu des fautes qui ont été non sifflées, mais j'ai l'impression que déjà sur les drives, ils étaient vraiment beaucoup plus dans le contact et du coup, comment dire, à ralentir le drive suffisamment pour qu'au moment où il y a la passe, le tir à 3 points, il est moins ouvert. Parce qu'en fait, si les Celtics, s'ils ont de l'adresse à 3 points sur le début de match, mais en fait, c'est pas le même match, tu vois. Parce que si tu pousses le rythme, et derrière, en fait, tu n'as que 2 points d'avance, tu vois, tu peux être tenté naturellement de d'un coup redescendre en tempo, redonner plus la balle à Doncic en mode jouer un peu plus lent. Et ça, on a vu que ça a avantagé Boston terriblement. Donc je me demande aussi si justement il n'y a pas eu un ajustement physique de la part des Mavs en mode on leur met la pression sur les drives, quoi. Bah, moi, je trouve que clairement, c'était l'un des principaux en fait ajustements, hein, dans ce match-là, c'est la physicalité des Mavs qui ont poussé justement les Celtics à prendre des mauvais tirs, parce que ce qui fait la force de cette équipe, c'est prendre des bons tirs, des tirs de qualité, des tirs ouverts. Et les tirs à 3 points, ils sont pris parce qu'ils sont ouverts la plupart du temps. Et là, on a senti que Tatum, il a plus forcé sur ce match que dans d'autres. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il a un peu plus forcé ses actions, et globalement tous, parce que sur la possession, au bout de 16 secondes, il n'y avait toujours pas un tir clair qui avait été trouvé, donc derrière ça force un peu plus, et en plus les arbitres
Pour moi, ils ont complètement laissé jouer et c'était complètement à l'avantage de Dallas. C'est là que la malice des conférences de presse avec le mea culpa de Doncic et aussi sans doute une petite entre guillemets pression de la NBA pour que ce soit quand même Série plus dure, ouais. disputé. Bah oui, non, mais c'est sûr. Et du coup, ouais, bah, là, ça a été le principal ajustement et c'est pour ça que cette série elle commence vraiment à devenir intéressante. C'est que est-ce que Boston va trouver un moyen de répondre à ce nouveau défi physique que va leur imposer les Mavericks? Et moi, j'ai hâte de voir ça, hein. J'ai hâte de voir le match 5 pour ça. Ouais, c'est clair. D'autant, c'est pas étonnant finalement que dans la déroute, tu vois, notamment dans le troisième quart-temps, je trouvais que peut-être le meilleur joueur de Boston dans ce troisième quart-temps, c'était un mec comme Jrue Holiday, qui justement est déjà dans cette dimension physique. On avait parlé, je crois, avec toi, notamment Fred, il disait qu'il s'était régalé aux Jeux Olympiques dans le basket FIBA, justement parce qu'il avait cette capacité dans le défi défensif à pouvoir poser le torse sur l'attaquant, être ce qu'ils appellent le body en anglais, c'est vraiment te servir de ta dureté physique à condition de ne pas mettre les mains sur le ballon. Et donc, voilà, moi, je pense que Boston a les ressources, hein, en talent, en termes d'athlètes, ils ont le talent pour répondre, mais effectivement, je pense que tu t'es pas trompé, Antoine. Dallas a vraiment beaucoup mieux défendu dès la première seconde du match face à Boston, et notamment à imposer le défi physique, effectivement. Et ça, on sait comment ça se passe à tous les niveaux. Je pense que dans la manière dont c'est arbitré, c'est aussi la défense un petit peu, l'intensité. Enfin, pas forcément la défense, mais c'est l'équipe qui met le plus d'intensité d'entrée de jeu qui va déterminer le curseur, bien entendu, qui va déterminer ensuite où est-ce que les fautes vont être sifflées ou vont être prises. Et finalement, si tu es dès la première minute. Quand tu essaies de revenir au score, c'est pas forcément la même chose. Mais si dès la première minute, tu étais l'équipe qui était la plus engagée, d'un côté comme de l'autre, souvent les coups de sifflet vont aller dans ton sens parce que c'est toi qui as donné le ton, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas s'il y a d'autres trends qui t'ont marqué, toi, Fred. Alors, soit durant ces playoffs, soit récemment, peut-être, si on peut ouvrir un petit peu, on n'est pas obligé de rester cantonné à ces playoffs-ci. Je sais pas s'il y a des choses qui t'ont plu ou qui t'ont interpellé. Ouais, ben je vais sortir complètement de la NBA et je vais parler des jeunes. J'ai assisté au tournoi Adidas Next Generation à Paris et il y avait l'INSEP, justement le pôle France, et c'était en pleine écriture justement des articles pour le MOOC. Et quand on voit en fait les joueurs qui sont pris au pôle France et leur polyvalence défensive, il y a notamment Nathan Soliman, on en parle beaucoup. Lui, sur des séquences, il défendait sur des postes 1. Après, il défendait sur des postes 5. Et je pense que oui, la France va être un réservoir incroyable pour la NBA parce que justement, on a un potentiel athlétique complètement fou en France. Et le choix, il est complètement assumé, je pense, de la part justement des instances et de la formation en France de cibler ces joueurs-là et d'en faire des monstres défensifs. Il n'y a qu'à voir les équipes de France jeunes, tout est tourné autour de ça et peut-être pas assez sur l'attaque. Et c'est la critique qu'on peut faire. Et d'ailleurs, les grands, les seniors, ça va être exactement la même chose. Et Vincent Collet l'a d'ailleurs déclaré sur BeIN, c'est de faire cette équipe la meilleure défense du tournoi. Et en France, vraiment, c'est l'identité technique des équipes de France, c'est tourner autour de la défense. Et moi, c'est quelque chose qui me marque parce que quand tu regardes les Zachary Rizaché, Tidjane Salin, tu vois ces potentiels-là, tu vois cette polyvalence. Et c'est pourquoi les équipes sont tant intéressées par ces prospects français, parce que c'est des gars qui sont capables de défendre quasiment tous les postes. C'est complètement fou et comme je vous le disais, je pense que la nouvelle génération qui va arriver va être complètement folle à ce niveau-là, parce qu'il faut juste imaginer sur le terrain des mecs de 2m20, des mecs de 2m10, 3-4 mecs de 2m10 avec un mec de 2m20, plus un meneur d'1m95, et les 5 sont capables de switcher, défendre dur, mais ça va être... En fait, l'espace va se réduire encore plus. Et du coup, le rapport de force risque de changer. Certaines équipes vont faire en sorte de changer ce rapport de force, et ça va faire, et le résultat va être que les attaques vont être encore plus créatives, vont être encore plus fortes, ça va peut-être shooter encore de plus loin, justement pour pouvoir respirer, parce qu'il n'y aura plus d'espace en fait. Il n'y aura plus d'espace sur le terrain, et la réponse, ça va sans doute être le tir, encore plus de shooters, et peut-être d'autres schémas avec voilà, la créativité au centre de cette réponse autour des défenses qui resserrent vraiment qui ferment tous les espaces.
Ouais, finalement, c'est marrant parce qu'on en revient finalement un petit peu comme dans. Ça me fait penser à notre MOOC sur les playmakers, où quand on posait la question à nos intervenants de savoir c'est quoi l'avenir du playmaking, notamment, voilà, je me rappelle un intervenant qui disait bah, ça va être de la taille avec de la polyvalence et du QI basket, de l'intelligence de jeu, de la création. Et justement, dans ce MOOC, le deuxième article que tu as fait, Fred, c'était justement autour de cette question d'intelligence de jeu en défense. Est-ce qu'on peut parler de QI basket défensif voilà, de QI basket défensif, exactement. Et ce que tu as l'air de nous décrire, en tout cas, c'est un travail là-dessus, au bout du compte. Bah, tout à fait, mais de toute façon, le fait d'en douter, enfin, le QI, c'est du QI, tout simplement, c'est de l'intelligence. L'intelligence, on peut s'en servir pour tout, mais bien évidemment, en défense, c'est plus difficilement perceptible. Moi, je parle juste d'un truc, quand on retire la chaise en défense, cette fameuse action, on parle tous de la fin du grand-père, fin de tir, passe dans le dos, mais en défense, juste le fait de se retirer au moment où le joueur veut vous enfoncer, rien que ça, c'est du QI basket. C'est toutes ces petites choses. On a des difficultés sur le terrain. Comment trouver une réponse créative, intelligente? C'est ça. À partir du moment où il y a de la réflexion, il y a du QI basket. Que ce soit en attaque ou en défense, un joueur comme Jokic, même un joueur comme Doncic, ils utilisent leur QI basket, notamment en défense, parce qu'ils seraient encore plus mauvais si justement ils n'utilisaient pas ce QI. Donc, ouais, enfin, je ne veux pas tout détailler, mais je parle de plein de choses dans cet article, justement pour remettre, en fait, essayer de mettre en valeur justement ce truc qui ne se voit pas forcément sur un terrain, parce qu'on est obnubilé par le ballon et c'est bien normal. Mais il se passe plein de choses autour, en fait, de ce ballon, et notamment en défense. Donc, ceux qui ont commandé et précommandé le MOOC, ils vont avoir l'opportunité de lire ça, et les autres, je les invite à justement commander ce MOOC-là. Je fais un peu de pub. Ouais, je suis ravi que tu aies rendu hommage à ceux qui font le coup de la chaise, parce que c'était mon move préféré, voire mon seul move quand j'étais pris dans des match-up et que je me faisais poster. Donc, j'ai particulièrement apprécié ce passage de ton papier, Fred. Ouais, pour remettre un petit coup de projo sur ce MOOC, donc effectivement, il y a aussi pas mal de portraits. On parle alors de Ben Wallace qu'on a mis à l'honneur. Sans doute, je pense, le joueur qui symbolise le plus la défense, dans le sens où c'est un mec qui, sans défense, il aurait joué dans votre club de région probablement ou à côté de chez vous. J'exagère, bien entendu. Voilà, on parle de Hakeem Olajuwon, aussi un des plus grands joueurs de tous les temps. Là, je tombe sur une magnifique illustration du Cornet Contest auquel Antoine continue de pas croire, mais que Fred défend dans cet article, dans son papier. Un papier sur Chris Bosh, de qui on parle encore. On parle bien entendu voilà, un entretien, vraiment, je me suis régalé, pardon, parce que pour le coup, c'est moi qui ai eu l'occasion de le faire avec Makran Dumassi. On se rappelle de lui notamment pour sa défense incroyable sur Steve Nash aux Jeux Olympiques 2000. Bref, il y a tout un tas de choses à lire dans ce MOOC, 304 pages en édition limitée. C'est encore disponible et exclusivement sur Basket Session. Je vous encourage à aller jeter un œil. Il y a différents packs. Vous pourrez voir tout ça sur BS. Pour revenir un petit peu sur la question, enfin une question qui sera peut-être dont la réponse va arriver rapidement. Mais vous, sur la suite de ces finales NBA, de quel côté est-ce que vous pensez qu'il y a le plus d'ajustements à faire, que ce soit pour Dallas ou Boston? Est-ce que vous attendez à des ajustements offensifs ou à des ajustements plutôt défensifs pour chacune de ces deux équipes? Pour Boston, j'aurais dit offensif, mais ça rejoint ce qu'on a déjà dit. C'est essayer de retrouver même. Je crois que pendant le match, il y a eu un moment où il y a eu un zoom sur Joe Mazzulla pendant un temps mort. Je crois que c'est ce match-là. Je me les emmène un peu, mais je crois que c'est ce match-là où il dit on doit essayer de retrouver nos great shots, pas juste les bons tirs, mais les très bons tirs. Et je pense que ça va être la volonté, mais c'est un peu ce que tu as déjà dit, ce que vous avez déjà dit. C'est comment on arrive à retrouver des tirs qui partent de l'intérieur, où la balle part de l'intérieur vers l'extérieur pour avoir un meilleur tir à 3 points plus ouvert, et où là, tu peux penser que les Celtics, qui ont mis beaucoup de 3 points toute la saison parce qu'ils prennent aussi beaucoup de 3 points et qu'il y a vraiment des joueurs à droit, peuvent faire la diff et du coup pas... comme j'ai dit, si ce match-là, il y avait eu 2 points d'écart au bout de 20 minutes de jeu, je pense que c'est pas le même match en deuxième mi-temps en fait. Donc moi je dirais un ajustement offensif de la part des Celtics. Retrouver ce style, ça rejoint ce que disait Fred. Fred, qu'est-ce que t'en penses toi? Même chose, parce que je pense que Dallas a trouvé la manière de faire, la manière de défendre, justement, et ça va être aux Celtics maintenant de trouver cette réponse. Alors peut-être que ça passera par plus d'écrans non porteurs,
parce que justement, ils ont du mal maintenant à pouvoir pénétrer dans la raquette, justement pour forcer ces changements défensifs, ces prises à deux qui font que derrière, il va y avoir un tir ouvert. Là, c'est beaucoup plus dur. Donc, trouver peut-être ce joueur libre au départ via des écrans non porteurs avec un Sam Hauser qui je pense, peut vraiment peser en fait encore plus sur cette série et peut-être être déterminant pour la victoire finale. C'est trouver plus de schémas comme ça pour libérer des shooters et créer un peu la panique dans la défense de Dallas. Moi, je pense que voilà, ça va être un ajustement plutôt du côté de Boston et offensif. Ouais, bah, moi je partage je partage votre avis du côté de Boston, du côté de Dallas. J'attends de voir, j'ai hâte de voir si Luka arrivera à être aussi saignant en défense qu'il l'a été au match 4 et notamment moi je garderai l'œil sur le nombre de fautes de Derek Lively qui je trouve maintenant s'est mis complètement dans le bain de ces finales NBA et qui pour moi est vraiment un élément déterminant de l'attaque et aussi de la défense de Dallas et je pense que son nombre de fautes peut vraiment être voilà, quelque chose à surveiller pour voir à quel moment Boston pourrait prendre l'ascendant dans ce match 5 qu'on vous débriefera demain dans le CQFR avec Antoine et avec Shai. Je vous propose de refermer là cette page. On pourrait la défense, il y a de quoi faire comme vous le savez puisqu'on y a dédié plus de 300 pages. Fred, merci encore d'avoir été avec nous pour cet épisode. C'est toujours un plaisir. Tu viens quand tu veux. Tu le sais, on vous met les liens en description pour suivre voilà les analyses de Fred et son travail. Antoine, on se dit à demain du coup pour débriefer ce match. Yes. Nous, on vous souhaite de passer de bonnes finales NBA. Je vous cache pas que j'aimerais bien qu'elles se poursuivent un peu parce que moi, je me suis régalé pendant les playoffs. Ça m'aurait fait mal que ça se termine en 4 manches sèches pour les finales, alors que peu importe que ce soit pour une équipe ou pour l'autre, mais j'ai envie de voir encore du basket NBA avant la grande trêve. Et je vous dis à très vite, tout le monde. Ciao. Merci Ciao. encore. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.